que tout le monde m'entend bien? Si je parle comme ça? Un peu plus fort? Ok. Merci, tu passes devant moi, merci. Donc, ouais, le titre qui avait été donné à cette intervention dans le programme, c'était les conséquences à venir du résultat des élections israéliennes. Mais en fait, mon intervention, elle aurait pu s'appeler Pourquoi Israël n'est pas une démocratie et quelles sont les conséquences sur le fait de faire de la politique en Israël. Pourquoi? Parce que ces élections, elles ont avant tout dévoilé, montré à quel point le caractère colonial était déterminant sur l'ensemble de la société israélienne et particulièrement de son champ politique. Israël n'étant pas un îlot séparé du reste du monde, c'est important également d'observer ces élections à partir de la situation internationale, laquelle est profondément marquée partout dans le monde, c'est une tendance un peu dominante, par un renforcement des autoritarismes et par le renforcement également des racismes d'État, des logiques de pouvoir raciales. Et donc ça, et aussi qui est marqué, cette situation internationale, par une radicalisation des politiques impérialistes. Et par politique impérialiste, ce que j'entends, c'est les politiques qui renforcent l'exploitation des pays du Sud par les pays du Nord, et qui confortent, qui reproduisent l'hégémonie occidentale à l'échelle de la planète. Donc on vit, il me semble, actuellement une période qui est particulièrement incertaine, particulièrement précaire, du fait de cette concurrence qu'il y a entre impérialisme et en même temps du fait du recul des forces progressistes dans énormément de régions du monde. C'est une période du coup qui est incertaine, précaire et qui est d'autant plus violente qu'elle est incertaine et précaire. Dernier point d'introduction, c'est que aborder les élections israéliennes, c'est aussi faire face à un des piliers de la propagande israélienne en direction des pays occidentaux, à savoir que Israël se donne à voir comme une démocratie libérale et même comme la seule démocratie du Proche-Orient. Et donc quand on aborde en fait les élections israéliennes, forcément on se retrouve à se frotter en fait à cet élément de propagande, parce que vous voyez qu'il y a des élections qui se passent bien dans un cadre démocratique, donc c'est bien que c'est une démocratie. Mais c'est une propagande qui, du coup, est quand même de plus en plus difficile à tenir, étant donné la radicalisation des politiques racistes en Palestine, et aussi qui est plus difficile à tenir parce que la campagne internationale de boycott a fait aussi son travail et a permis aussi de dévoiler un peu plus ce qu'était la réalité de la situation en Israël et en Palestine. Mais il y a quand même une question qui se pose, c'est que par rapport à ce que je disais juste avant, c'est que est-ce qu'Israël a toujours autant aujourd'hui besoin de se présenter aux pays occidentaux comme une démocratie libérale, dans la mesure où de plus en plus de pays occidentaux font face à une espèce de lame de fond qui les font basculer de plus en plus dans ce qu'on pourrait appeler un illibéralisme autoritaire. En tout cas, on voit que les normes démocratiques qu'il y avait dans les années 90 sont de moins en moins évidentes, y compris dans les pays occidentaux. Donc la réponse est oui et non, parce qu'évidemment qu'Israël a toujours besoin de se présenter comme étant une démocratie, mais quand même de moins en moins, et ça préfigure un futur qui va être beaucoup plus compliqué, sûrement à mon avis, que ce qu'on a vu jusqu'à là. Donc voilà, plutôt que de prédire, entre guillemets, les conséquences à venir des élections, moi je vais surtout essayer de proposer quelques pistes de réflexion sur les leçons qu'on peut tirer des dernières élections israéliennes, et en essayant d'être assez court pour laisser plus de place en fait, à la discussion. Donc, ces dernières élections, il y a beaucoup de commentateurs qui les ont analysées comme étant, comme exprimant certaines extrême droitisation, on a beaucoup entendu ce mot, de la société israélienne. Donc, on comprend pourquoi extrême droitisation, et effectivement, c'est encore une fois l'extrême droite de l'échiquier politique israélien qui a remporté ces élections, avec un gouvernement en formation qui sera encore plus à droite que les derniers gouvernements qui étaient déjà d'extrême droite. Ça a été une campagne qui a été très violemment anti-palestinienne. Les débats qu'il y avait en Israël durant ces élections, c'était une compétition à qui sera le plus à même d'écraser militairement les Palestiniens. Alors qu'avant, on parlait quand même dans les débats, même si c'était déjà déterminé par ça, mais on parlait quand même de la solution à deux États, de qu'est-ce qu'on fait face aux négociations, plus de colonies, moins de colonies. Là, ce qu'on observe cette année, c'est un rétrécissement du débat politique et de l'espace politique autour des questions sécuritaires, la sécurité des Israéliens, bien sûr pas celle des Palestiniens. Et c'était vraiment que chaque candidat essayait de montrer qu'il était le plus capable d'aller faire la guerre aux Palestiniens.
Et cette configuration, elle laisse très très peu de place aux acteurs politiques qui, même de manière très modérée, proposerait une autre politique, une alternative politique. Donc cette année, on a vu quelque chose d'assez étouffant sur la scène politique israélienne et dans les débats, qui laissait vraiment très très peu de place à la gauche radicale et aux partis arabes. Mais pour autant, il y a des limites à utiliser une grille de lecture gauche-droite, parce que ce terme d'extrême droitisation, il renvoie quand même au fait qu'on regarde la scène politique israélienne avec une grille de lecture gauche-droite, qui est opérante dans énormément de pays, en France, dans plein de pays, mais qui, en Israël, a énormément de limites. Parce que, d'un côté, dire que la victoire de Netanyahou, elle exprime une extrême droitisation de la société israélienne, ça voudrait dire que si Gantz, qui était l'autre candidat au coude à coude avec Netanyahou et qui est considéré comme étant le centre droit un peu de l'échiquier politique, ça aurait voulu dire que si Gantz avait gagné, on n'aurait pas parlé d'extrême droitisation de la société israélienne. Et peut-être même qu'on aurait parlé de l'inverse, on aurait peut-être dit ah bah ça se gauchise ou il y a un recul. Mais dire ça, du coup, ce serait passer à côté de qui est vraiment Gantz, son parti, et quelle a été la campagne que Gantz a menée. Donc Gantz, c'est le parti bleu et blanc, qui est un parti, qui est une coalition en fait de deux partis et qui compte énormément dans ses membres fondateurs d'anciens généraux. Dans la campagne que ce parti-là, que ce candidat a menée, elle a été très 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 à droite, très très anti-palestinienne. Gantz, c'est quand même celui qui s'est vanté dans les débats publics d'avoir ramené Gaza à l'âge de pierre, c'est une citation bien sûr, en parlant de la dernière grosse offensive qu'il y avait eu à Gaza. C'est un parti c'est des gens qui ont dit que s'ils étaient élus, le premier parti qu'ils appelleraient pour former une coalition, ce serait le Likoud de Netanyahou. Donc voilà, c'est ça Gantz, il s'est positionné contre l'extrême droite de Netanyahou, mais dans le projet politique qu'il portait, dans la campagne qu'il a menée durant ces élections, elle était fort peu différente de ce qu'on entendait du côté du Likoud et des partis d'extrême droite. Si on prend le parti travailliste, qui est historiquement le grand parti israélien de gauche, là c'est pareil, donc c'est un parti qui a fait un immense chemin vers la droite, et qui ose à peine dénoncer du bout des lèvres les sorties racistes des ministres ou des députés de la droite israélienne, et qui eux aussi, de toute manière, avaient annoncé qu'ils n'excluaient pas un accord avec le centre droit ou avec la droite pour gouverner. Donc voilà, et si on se décale encore un peu plus à gauche de l'échiquier politique israélien, si on voit du côté de la gauche radicale et des partis arabes, eh bien, une partie de ces partis-là, le parti Hadash, qui est un parti d'obédience communiste judéo-arabe, et le parti de Ahmad Tibi, qui est un parti qui a été fondé autour de cet homme politique-là palestinien, mais qui est un parti qui est très resserré autour de sa personne, ce sont des gens qui ont dit que dans les discussions pour former un nouveau gouvernement, ils n'excluaient pas de soutenir Gantz pour faire barrage à Netanyahou. Du coup, avec un discours plein d'illusions sur ce qu'aurait été une majorité dirigée par Gantz. Donc, c'est très largement que l'échiquier politique israélien, il s'est droitisé, en fait. C'est surtout ce champ politique israélien qui s'est extrême droitisé, qui s'est aligné sur l'extrême droite, sur ses thèmes, sur sa manière de poser le débat, de manière quasi ouverte, comme Gantz ou le Parti travailliste, ou de manière plus indirecte, quand on regarde du côté de la gauche radicale, en acceptant de jouer ce jeu de « on va faire barrage à l'extrême droite, tout sauf Netanyahou ». Donc c'est d'abord les partis politiques qui se sont extrême droitisés, qui se sont droitisés, et ensuite ça a touché effectivement la population israélienne. Il ne faut pas oublier qu'en Israël, historiquement, c'est quand même la gauche qui a fondé le pays, qui a initié et appliqué le projet de colonisation, qui a mis sur pied les institutions qui ont permis d'exproprier le peuple palestinien, qui ont installé par la force à partir de 1967 un régime d'apartheid, en s'appuyant sur le déplacement forcé des Palestiniens, le contrôle de la terre, le contrôle de la démographie, etc. Et donc, ce qui est constant, la conclusion un peu de tout ça, ce qui est constant et déterminant sur la scène politique israélienne, c'est pas le clivage gauche-droite, mais c'est le clivage colonial qui oppose non pas la gauche à la droite, mais qui oppose le juif, entre guillemets, et le palestinien. C'est à partir de ça qu'on peut comprendre pourquoi changer de gouvernement, ça ne signifie pas se débarrasser du colonialisme, du sionisme, de l'oppression, mais en fait, on remplace ceux qui causent cette oppression et qui l'expriment en action par d'autres, mais sans toucher au noyau dur du régime, qui est un régime colonial, et non pas un régime de gauche ou de droite.
Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des limites en fait à comparer Israël à d'autres régimes autoritaires ou oppressifs dans le monde, qui n'ont pas ce déterminant colonial au centre en fait de leur scène politique. Donc voilà. D'autres commentateurs ont dit, et ils avaient pas tort, que ces élections, elles étaient avant tout l'échec d'une opposition en Israël qui est devenue introuvable, qui est devenue en fait, qui n'existe plus. Donc, c'est un autre trait marquant de ces élections, et c'est voilà, c'est un peu ce que je disais avant, quoi. Donc, qu'en est-il? Si on regarde la situation des forces politiques arabes en Israël, donc ce qu'il y avait avant, en 2015, il y avait la liste arabe unie, qui était une liste électorale qui rassemblait l'ensemble des partis arabes palestiniens et une partie de la gauche radicale judéo-arabe. Cette liste-là, elle s'est dissoute avant ces élections-là, ce qui a fait que les partis arabes se sont présentés en deux blocs, avec d'un côté le parti Hadash, donc judéo-arabe communiste, avec le parti de Ahmad Tibi, qui était sur une ligne plutôt électoraliste, plutôt en essayant de chercher des alliances le plus larges possible, en reléguant un peu au second plan les questions nationales, d'oppression nationale des Palestiniens. Donc ça, c'était un premier bloc des partis arabes. Le deuxième bloc, c'est le parti Balad et le parti Ra'am, qui en fait rassemblent les nationalistes, Balad, et les islamistes du parti Ra'am. Donc il faut bien comprendre que c'est une division qui n'est pas idéologique. Il n'y a pas c'est pas une divergence idéologique ou politique qui a mené à cette scission, mais plutôt électoraliste, dans le sens où le parti de Ahmad Tibi et de Hadash pensait pouvoir avoir plus de voix et de sièges dans la Knesset en faisant liste commune, plutôt qu'avec les autres partis arabes qui étaient jugés trop arabes en fait, hein, finalement, c'est-à-dire trop attachés au mouvement national palestinien et aux Palestiniens en tant que peuple. Et on en reparlera tout à l'heure, mais c'est très important. Donc, je rappelle juste que le taux de participation des Palestiniens d'Israël, il a été de 53%, c'était sensiblement le même taux aux élections précédentes. Donc c'est un taux qui est quand même très faible parmi la population palestinienne qu'on appelle de 1948, hein, c'est-à-dire ceux qui sont citoyens israéliens, qui habitent dans les frontières non reconnues d'Israël. Il y a un rejet des institutions israéliennes. On comprend, parce que c'est l'État oppresseur, c'est l'État colonial, et il y a une immense déception vis-à-vis des partis arabes palestiniens en raison du fait qu'il n'y a aucun avantage qui a été retiré de la participation de ces partis aux élections à la Knesset ou quoi. Donc, mais quand même, ils ont quand même voté, ce qui fait qu'en fait, finalement, c'est les électeurs arabes palestiniens qui ont sauvé l'existence de ces partis-là, plutôt que l'inverse. Alors finalement, on attendrait plutôt que les partis arabes palestiniens puissent servir le peuple palestinien, là. Bon, c'est plutôt l'inverse. Donc, faire de la politique dans ce contexte-là, c'est aussi voir que le colonialisme israélien, il a toujours cherché à dissoudre le sentiment national palestinien. C'est-à-dire le fait d'avoir conscience de faire partie d'un tout qui s'appelle le peuple palestinien et qui, en tant que peuple palestinien, a des droits nationaux légitimes qui lui sont niés. Donc notamment en favorisant la division entre les Palestiniens de Gaza, les Palestiniens de Cisjordanie, ceux de Jérusalem-Est, les réfugiés. Donc on connaît ces divisions-là statutaires qui renvoient à des situations très différentes, mais également en interne des Palestiniens de 1948, en favorisant sur la scène politique arabe israélienne le poids et le rôle des grandes familles et des logiques un peu tribales qui sont héritées de ce qu'était la société palestinienne avant 1948, au détriment de partis qui portent un projet politique qui est vraiment nationaliste et qui pose comme sujet politique le palestinien en tant que peuple palestinien en lutte de libération nationale. On sait également qu'en situation d'oppression, la tendance qui peut être dominante chez les opprimés, ça va être souvent de chercher à s'intégrer, de chercher une certaine intégration au système politique et d'essayer de rechercher une certaine égalité, unité avec l'oppresseur. Ça se comprend pour des raisons très naturelles en fait, de survie, de protection immédiate dans un contexte d'oppression. Mais du coup, ça pousse certains partis politiques à adopter des stratégies d'adaptation, des stratégies un peu électoralistes et de participation au régime israélien.
Pour Soher Assad, qui est une des dirigeantes du parti Balad, ce parti arabe palestinien, le débat principal aujourd'hui sur la scène politique arabe est de savoir quel projet politique il faut porter en tant que parti arabe, en tant que Palestinien en Israël. Et eux, dans ce parti-là, et moi je pense qu'ils ont raison, ils insistent sur la nécessité de porter un projet nationaliste qui parte en fait de la situation d'oppression nationale que vit le peuple palestinien, pour après être capable d'articuler tout ce que vivent les Arabes israéliens, les discriminations au travail. Il faut les aborder du point de vue du travail, un travailleur qui est discriminé, mais en l'articulant avec le fait que c'est pas pareil d'un travailleur israélien ou un travailleur palestinien, et qu'il y a une articulation à faire entre d'un côté le fait d'être discriminé sur, je sais pas, dans le champ du travail par exemple, et le fait d'être un Palestinien et d'être envoyé à une identité qui est nationalement et opprimée voilà, du fait des politiques coloniales. Ce qu'elle critique aussi, c'est qu'en abordant la question des élections, on en vient souvent à considérer le moment électoral et la participation à la Knesset comme étant une question de principe et comme étant la question politique principale. Là où il faudrait en fait réfléchir à quel projet on porte et en fonction de ce projet-là, savoir si, dans une situation donnée, si oui ou non on participe à des élections. Est-ce que participer aux élections à la Knesset, ça va servir la politique qu'on veut mener en tant que parti politique arabe palestinien. Il y a une espèce d'inversion en fait où la Knesset, le fait de participer à des élections, d'avoir des sièges au Parlement israélien, était un outil stratégique pour porter un projet politique beaucoup plus global et qui débordait largement la question de participer ou pas au Parlement ou à ces élections. Donc c'est un outil stratégique et ça devient en fait de plus en plus comme une question de principe et une fin en soi pour certains partis politiques. Et donc ce qui contribue en fait finalement à démanteler l'identité nationale palestinienne et à saper en fait les bases qui rendraient possible le fait d'avoir un projet nationaliste qui soit aussi capable de faire le lien entre les différentes composantes du peuple palestinien en Israël, à Gaza, en Cisjordanie, dans les camps de réfugiés. Donc voilà, ça pour un peu brosser un peu les débats et la situation des partis politiques arabes en Israël. Du côté de la gauche radicale, en tout cas d'une certaine partie de la gauche radicale, ce qui a été beaucoup mis en avant et ce qui est mis en avant du côté du parti Hadash, du côté d'un regroupement politique qui s'appelle Stand Together, qui est, donc voilà, c'est un peu les partis juifs de la gauche radicale en Israël. Il y a un discours un peu dominant qui était celui d'être pour le partenariat judéo-arabe. Qu'est-ce que c'est ? C'est un discours qui pose une certaine symétrie entre arabes et juifs en Israël, et qui va lire le conflit israélo-palestinien à partir, comme un problème de coexistence. C'est-à-dire en fait, le problème c'est qu'il y a une mésentente entre juifs et arabes, il y a un problème de coexistence et c'est ça qu'il faut résoudre, et donc on va mettre en avant la symétrie entre les juifs et les arabes, avec des slogans du type juifs et arabes refusent d'être ennemis, juifs et arabes ensemble pour la coexistence, ce genre de slogan. Donc il y a une aspiration à l'égalité qu'on comprend dans cette démarche et qui est juste en soi, mais le problème c'est que ce discours politique-là ne s'arrête pas là. Ce qui est problématique dans ce discours, c'est justement le fait de postuler une symétrie et de l'assumer, une symétrie entre juifs et arabes qui, dans ce contexte colonial, dans ce contexte d'oppression nationale, n'existe absolument pas en Israël. Et du coup, la conséquence de ce discours-là, c'est que ça invisibilise totalement les rapports de domination et les rapports de pouvoir qui se jouent et qui se nouent entre juifs et arabes dans la société israélienne. C'est un discours qui est essentiellement porté par des militants juifs, essentiellement par des militants juifs ashkénazes. Donc là aussi, ça fait écho en fait aux inégalités qu'il y a entre les différentes communautés en Israël. C'est un discours qui touche assez peu les premiers concernés, qui seraient les Arabes israéliens. Très concrètement, par exemple, c'est des militants qui vont rejeter le fait de brandir dans des manifestations, dans des rassemblements, les drapeaux nationaux. Donc, ni drapeau israélien, ni drapeau palestinien. Ils rejettent en fait ces deux drapeaux de manière un peu symétrique, en disant non, mais c'est pas ça le problème, et puis ça c'est mettre en avant les différences, et nous on est pour la coexistence, et tout ce qui nous divise, en fait on le rejette. Sauf que ce que ça laisse de côté, c'est que le drapeau israélien, il est omniprésent en Israël.